Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, ce qui est mon petit update lecture de mes lectures du mois de mai, et vous allez voir, il y en a pas mal, il y en a eu pas mal, je voulais vous dire que hier pour moi, mais la semaine dernière pour vous, donc dimanche dernier, la vidéo sur la VO et la VF était la 100e vidéo sur la chaîne. J'ai vu ça complètement par hasard en bidouillant YouTube pour chercher un truc et j'ai vu que c'était la 100e vidéo postée sur la chaîne. Alors du coup je sais pas si ça compte également les vidéos qui sont en privé, parce qu'il y a pas mal de vidéos en privé que vous avez jamais vues. Mais voilà, c'est un petit cap passé pour la chaîne. 100 vidéos en 2 ans et demi, c'est pas mal, hein. 2 ans et demi d'existence, 100 vidéos. Du coup, je vais en profiter pour faire le petit message qui gonfle tout le monde, mais qui est assez important pour nous, les petits créateurs et les petites créatrices. Si vous passez par là et que vous aimez bien mon contenu, si jamais vous venez souvent regarder mon contenu et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment chaud au cœur. Pour vous, c'est juste appuyer sur un bouton, un petit clic, mais pour nous, c'est extrêmement important en fait. Ça montre que notre travail plaît. Petite info, petit pas très fun fact, si vous voulez. Quand je vais dans les statistiques de mes vidéos, la plupart du temps, sur pratiquement toutes mes vidéos, 80% des personnes qui ont regardé mes vidéos ne sont pas abonnées. Et 80% c'est un chiffre énorme. Et ça veut dire qu'on pourrait avoir beaucoup plus d'abonnés sur cette chaîne si jamais le contenu vous plaît. Évidemment, ça vous plaît pas, passez votre chemin, c'est pas le problème. Mais si ça vous plaît, pensez-y. C'est vraiment très agréable, c'est vraiment très important comme j'ai dit, pour le moral, mais également pour que cette chaîne grandisse encore un peu et que je puisse continuer de vous proposer du contenu. Voilà, c'était le petit message comme ça. On va tout de suite se mettre à mes lectures du mois de juin, du mois de mai. Mes lectures du mois de mai. Alors il y en a quelques-unes que je vais sûrement passer très vite et certaines sur lesquelles je vais un peu plus m'attarder. On va s'attarder sur la première lecture qui est Le Chant du Loup, le tome 1 du Clan Bennett de Tichy Clown. Je lui ai mis 3 étoiles. Le Chant du Loup, c'est l'histoire de Ox, un jeune adolescent au début du livre, qui est pas très doué, qui est pas très malin, qui est un petit peu naïf, on sent que c'est le jeune gamin qui est très manuel et qui va sûrement vivre une vie assez simple toute sa vie, peut-être pas forcément être pris au sérieux par ses pairs, même s'il y a des gens autour de lui qui l'apprécient énormément. Et Ox va se lier d'amitié avec une famille qui vient d'emménager à côté de chez lui, qui est une famille de loups-garous. Je pense que l'une des raisons pour laquelle je n'ai pas forcément aimé le livre, c'est parce qu'il y a eu une hype de malade, on m'a monté ce livre sur un espèce de piédestal, et du coup, quand je l'ai lu, j'ai été un petit peu déçue. C'était pas mauvais, parce qu'au final, moi qui recherche énormément d'histoires de loups-garous, qui cherche vraiment à lire du loup-garou et qui ne trouve pas des histoires de loups-garous qui lui plaisent, je pense que ce livre-là aurait pu me plaire, en tout cas en ce qui concerne l'intrigue, où elle va, voilà, tout ça. Et la plume. La plume était vraiment très bien, enfin en tout cas en français avec la traduction, c'était vraiment très agréable à lire, il n'y avait vraiment pas de problème là-dessus. En plus, on a de la représentation gay, de la représentation bisexuelle, franchement, ça avait tout pour me plaire. Le problème principal que moi j'ai rencontré, c'est que c'était extrêmement lent. Malgré l'action qu'il y avait, pour moi ça n'a pas rattrapé la lenteur au moins de la première partie du bouquin. Et ensuite, la relation entre Joe et Ox, on en parle ou pas? Je sais pas si je suis censée mettre un spoiler pour ce que je vais dire. Je vais mettre un spoiler et si jamais vous voulez pas savoir, passez à la lecture suivante. Voilà, on n'est plus qu'entre nous, entre les personnes qui s'en moquent de se faire spoiler et entre les personnes qui ont lu le livre. La relation entre Joe et Ox m'a mis extrêmement mal à l'aise. Je pouvais pas, ce n'est pas possible. Pour ceux qui sont restés partis spoiler mais qui l'ont pas lu parce qu'ils s'en moquent, Ox rencontre Joe, lui il a 15 ans, Ox, et Joe a 9 ou 10 ans, je crois, c'est à peu près ces âges-là. Et à la fin, ils finissent ensemble, alors ils sont beaucoup plus âgés, à la fin ils sont au-dessus de la majorité, mais le fait qu'ils se soient connus de cette manière et qu'ils aient grandi ensemble, enfin qu'en tout cas Joe ait grandi avec Ox, moi ça me dérange énormément. Quand Ox se rend compte qu'il a des sentiments pour Joe, d'ailleurs, Joe est toujours mineur. Alors il a 17 ans, voilà, on n'est pas loin de la majorité. Moi personnellement ça me dérange. C'est comme quand Billie Eilish a soudainement eu 18 ans et que ça y est, tous les mecs en chien disaient on peut se permettre de la sexualiser, on peut se permettre de dire qu'on veut se la faire maintenant qu'elle a 18 ans. Pour moi ça revient au même, c'est-à-dire que ok, 18 ans c'est la majorité, mais la personne change pas beaucoup entre deux âges. Il faut une différence plus grande, enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même si Ox
comprend qu'il a des sentiments, enfin il comprend pas qu'il a des sentiments, il comprend qu'il le trouve beau gosse à 17 ans parce qu'il le voit torse nu. Et donc trouver un mec beau gosse, ok, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais le fait de tomber amoureux, pour moi, c'est pas quelque chose qui se fait en un instant. Alors ça peut sûrement être personnel, je crois pas au coup de foudre en fait. Pour moi, tomber amoureux, c'est quelque chose qui se construit. Et il se trouve que entre eux, ce qui s'est construit, ça s'est construit depuis que Joe avait 9 ans et que Ox en avait 15. Et ça m'a mis vraiment, vraiment mal à l'aise. Et c'est très... Enfin, c'est très graphique, y a une scène de sexe quand ils sont plus grands, hein, quand Joe est majeur, il y a une scène de sexe, peut-être même plus d'une d'ailleurs, parce que moi je saute les scènes de sexe, je les lis pas. Et puis, enfin, ils tombent amoureux, et ils sont vraiment très attachés l'un à l'autre, ils sont vraiment presque, j'ai pas envie de dire dépendants l'un de l'autre, mais on n'en est peut-être pas loin. Et moi, ça m'a mis vraiment très, 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 très mal à l'aise. Et je ne pouvais pas, en fait, lire ça. Ça, je l'ai lu jusqu'à la fin, mais vraiment, au bout d'un moment, j'avais envie d'abandonner ma lecture parce que non seulement c'était lent, mais en plus, je trouvais ça extrêmement malsain. Et je sais que je vais me faire des ennemis à cause de ça, parce que c'est un livre qui est extrêmement apprécié sur Booktube, et c'est un auteur qui en général a l'air d'être très apprécié au sein de la communauté LGBTQI+. J'ai rien à dire sur l'auteur, je ne le connais pas, donc je ne peux rien dire d'autre que ce que je pense de ce livre en particulier. Et j'ai bien envie d'essayer de lire d'autres de ses livres, parce que sa plume m'a énormément plu. Mais pour ce qui est du Chant du Loup, non, je peux pas. Je suis désolée, je trouve ça malsain. Pour rester sur les loups-garous, Sortiarius de Birdie Lee, et je lui ai mis 3,5. Oui, c'est ça, 3,5, sûrement arrondi à 4 sur Goodreads parce que je préfère arrondir vers le haut. Birdie Lee, je ne vous la présente plus, c'est une de mes autrices préférées. Je me permets également de dire que c'est une amie, parce que voilà, elle et moi on parle très souvent et on se soutient l'une l'autre plutôt, sur plein de choses, et voilà, et je suis vraiment contente et vraiment fière du parcours qu'elle parcourt ces dernières années. J'ai tous ses livres actuellement, le tome 2 sort dans pas longtemps il me semble, voilà. Pour moi, il faut acheter et il faut lire du Birdie Lee, et voilà. Sortiarius, c'est l'histoire de Solea qui assiste plus ou moins au meurtre de sa mère. Elle rentre chez elle et sa mère est morte. Et à ce moment-là, elle se fait tirer dessus elle aussi et se retrouve dans le coma. Quand elle se réveille plusieurs mois plus tard, le monde est complètement chamboulé. Elle vit chez sa grand-mère, elle doit apprendre à faire son deuil, elle doit apprendre à accepter ce qui s'est passé. Et c'est assez difficile quand on commence à avoir des visions et des sensations qu'on peut faire bouger certains objets avec la pensée. Et si je vous parle de loup-garou, c'est parce que c'est une histoire de sorcière, mais également il y a des loups-garous. Et quand je dis que j'aime bien les histoires de loups-garous, c'est ce genre d'histoire que je cherche. C'était pas parfait, parce que je vais pas vous mentir en vous disant que parce que Birdie est une amie, c'était exactement le livre que je voulais. J'ai préféré ces deux autres duologies, ascendant-descendant et semblables à Sortiarius. Mais ça reste une lecture agréable, ça reste la plume de Birdie, c'est-à-dire que c'est une plume dont je suis extrêmement jalouse, c'est une plume que j'aimerais avoir, c'est une plume où je me dis je ne comprends pas qu'elle n'ait pas été publiée plus tôt, et je ne comprends pas qu'elle n'ait pas 14 000 bouquins publiés, enfin si je comprends, c'est long à écrire un livre. Mais pour moi, c'est exactement le genre de choses que je recherche dans la littérature francophone en fait, et dont on n'a pas assez. Et d'un côté, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on n'a qu'une seule Birdie Lee, et on n'a qu'une seule Birdie Lee, et qu'elle est formidable, et qu'il faut qu'elle reste formidable. Mais d'un autre côté, j'ai besoin de littérature comme ça dans ma palle, en ce qui concerne la littérature francophone. La majorité de mes notes, je vais pas vous mentir, c'est moi qui fangirl en fait, qui dit que c'est absolument bien écrit et que c'est pas possible pour elle de rater un livre, parce que même si ce n'est pas mon préféré et qu'il a eu 3 étoiles et demie, parce que je trouve que c'est quand même une très bonne note, pour moi ça reste un travail de titan en fait. Dans la plume, c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment touchée en fait, et dans le deuil de Solea par exemple, ou dans la manière dont Birdie Lee véhicule les émotions, pour moi c'est quelque chose d'incroyable et que j'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas comment elle fait. Pour moi, Birdie Lee en fait, elle me fait ressentir des choses quand elle écrit, quand je la lis. J'ai l'impression que les douleurs physiques qu'elle décrit sont les miennes, et j'ai l'impression que les douleurs émotionnelles qu'elle décrit sont les miennes également. Pas dans le sens où je comprends parce que je l'ai déjà vécu, mais dans le sens où ces mots me font ressentir au moment où je lis des trucs, genre je ressens dans mon corps comme les mots qui se répercutent sur moi en fait. Pour parler de l'intrigue en soi, non, c'est pas mon style d'intrigue préféré, et oui, il y a certaines
j'ai pas envie de dire cliché parce que je trouve que cliché c'est méchant, même si cliché ça devrait pas être méchant, mais il y a certaines tropes, si on veut dire, certaines intrigues qui sont un petit peu du déjà vu, qui étaient un petit peu prévisibles, pas toutes, mais certaines l'étaient. Mais d'un côté j'ai envie de dire, quand on cherche certaines lectures, moi quand je cherche à lire du loup-garou, c'est parce que j'ai certaines attentes, et donc du coup bah il faut pas que je sois en colère quand le livre atteint ses attentes en fait, quand le livre me donne ce que je veux. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a sûrement déjà vues, mais en fait si vous aimez les histoires de sorcières, si vous aimez les histoires de loups-garous, en fait ça va vous plaire parce que ça tombe exactement dans ce que vous recherchez, avec un petit twist à la Birdie qui est très intéressant donc dans la plume, et qui sait très bien vous faire des petits plot twists quand même que vous n'avez pas vu venir, et des cliffhangers qui sont méchants. On n'a pas le droit de finir un livre comme ça. J'avais l'intention de lire le tome 2, Birdie, j'avais l'intention de l'acheter. C'était pas obligé d'être méchant comme ça à la fin pour s'assurer que j'allais le faire. Ensuite, j'ai lu En apnée. Alors voilà, En apnée de Meg Grehan. Meg Grehan. Désolée si je prononce mal les noms, je les prononce toujours mal, je pense. En apnée, c'est l'histoire de Max, qui doit avoir entre 8 et 11 ans, je sais plus tout à fait quel âge elle a, elle doit être dans cette tranche d'âge-là, qui est une petite fille un peu anxieuse, qui a toujours le nez dans les bouquins, en fait, parce que comme elle a constamment peur qu'il se passe des choses, comme elle a constamment peur d'une catastrophe, elle appelle ça des catastrophes, elle lit des livres pour apprendre un maximum de choses, et pour que quand la catastrophe arrive, elle sache la gérer. Et il se trouve qu'une nouvelle catastrophe vient d'arriver, et cette catastrophe, c'est qu'elle est peut-être amoureuse de la petite Chloé, qui est dans sa classe et qui est dans sa bande d'amis. Vous l'avez compris, on va parler homosexualité, mais le fait de découvrir qu'on est homosexuel assez tôt dans notre vie, en fait, parce que bah là, Max, c'est une enfant, et c'est pas quelque chose de rare, en fait. Il y a, quand on discute avec des personnes de la communauté queer, pas que homosexuelle, il y a des personnes qui se sont découvertes sur le tard, salut, mais il y a des personnes qui vous diront qu'ils l'ont toujours su en fait, que ils n'étaient pas hétéros ou cis. En apnée, c'est un roman donc jeunesse pour enfants qui est écrit en vers. Je sais pas si vous pouvez le voir comme ça, et le fait de l'écrire en vers, pour moi, ça passe ou ça casse, parce que comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, la poésie, moi j'y capte que dalle. Mais là, ça valait 4 étoiles, c'était absolument magnifique. Je l'ai lu au travail, en fait. Je l'ai lu dans le cadre d'un projet qu'on va faire avec mes collègues. Et j'étais donc au milieu de mon rayon et j'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer parce que c'est un livre que j'aurais voulu lire plus jeune, parce que même si je me suis découverte sur le tard, ça aurait pu aider plus tôt de lire ce genre de choses. Ça, c'est un truc dont on a déjà parlé, hein, la représentation, tout ça. Mais c'était aussi très beau dans le sens où les petites peurs de Max, on peut quand même les traduire comme de l'anxiété, le fait d'avoir toujours le nez dans la littérature, dans les bouquins, moi je les connais aussi. Donc du coup c'est un livre qui m'a parlé vraiment dans mon petit cœur tout mou, et j'étais au milieu de mon rayon et je devais me retenir de chialer parce que ça m'a touchée en fait. Alors je vais être honnête, hein, le fait que ça ait perdu une étoile et que ça n'en ait pas eu 5, c'est parce que les vers pour moi c'est compliqué, hein. Moi les vers, il y a plein de fois où je ne comprends pas les structures de phrases. On en a déjà parlé dans un ancien update lecture quand je vous avais parlé, il est là mais vous ne le voyez pas, de I Would Leave Me If I Could de Halsey. Des fois ça passe, c'est-à-dire que je comprends ce qui va être véhiculé, mais 99% du temps je ne comprends pas ce qu'on essaye de me dire au travers de ces vers. Je suis trop... je sais pas comment dire, trop carré, j'arrive pas à me laisser emporter. Moi dans ma tête je vais me dire mais pourquoi ça s'est arrêté là, la phrase elle est même pas terminée, pourquoi là ça rime pas, pourquoi là ça rime, enfin voilà, je n'arrive pas à m'y concentrer, mais si moi, quelqu'un qui n'arrive pas avec la poésie, ce livre m'a touché, ça devrait fonctionner. Ensuite j'ai lu un petit bouquin documentaire qui s'appelle Pourquoi les filles ont mal au ventre, et j'ai mis 5 étoiles. Pourquoi les filles ont mal au ventre, c'est un documentaire jeunesse et féministe qui vous explique en fait tout simplement, enfin même qui ne vous explique pas, qui vous dit tout simplement de manière claire et précise pourquoi les filles ont mal au ventre. C'est pas du tout un livre qui va avoir pour but de vous expliquer en fait le féminisme, de vous expliquer pourquoi tel ou tel fait dans notre actualité il faut s'y intéresser en ce moment. C'est pas un livre qui va vous dire alors voilà, ça se passe comme ça, il faut faire ça. Non, c'est un livre qui va vous dire ça se passe. Si tu veux en savoir plus, c'est à toi en fait d'aller voir plus loin. On y parle de violences faites aux femmes, on y parle de mariage forcé, on y parle de Photoshop, on y parle du corps en général qui est sexualisé ou qui doit être plus maigre, plus gros, qui doit être... voilà. Donc on y parle de violence, de contraception, d'agression sexuelle au travail, à la maison, de charge mentale. Ça va toucher tous les sujets féministes.
féministes. Et pas seulement les femmes blanches, valides, cis et hétéros. Ça touche vraiment toutes les femmes et toutes les questions qui sont soulevées en ce qui concerne les femmes. Et c'est vraiment genre une claque dans la tronche en fait. Les filles ont mal au ventre parce qu'elles savent que dans un autre pays, leurs sœurs se font marier de force. Les filles ont mal au ventre parce que elles doivent payer plus cher la taxe rose. Les filles ont mal au ventre parce que elles se font frapper à la maison et que justice n'est pas faite. Les filles ont mal au ventre parce que les femmes transgenres ne sont pas considérées et respectées dans la société. Enfin, c'est vraiment juste des phrases comme ça avec des dessins qui sont très jolis, des très jolies illustrations dans des nuances de violet. Et c'est vraiment juste ça. Ce sont des faits, c'est ce qui se passe en ce moment et que c'est pour ça que les filles ont mal au ventre. Et dans le fond, en fait, on ne devrait pas avoir à le justifier, on devrait juste en parler et faire en sorte qu'il y ait des solutions. Plutôt que de chercher à justifier pourquoi ça plutôt que ça, pourquoi se battre pour cette cause plutôt que cette cause, pourquoi les femmes se plaignent, pourquoi tout ça. Non, c'est en fait, voilà, et c'est un documentaire un petit peu coup de poing qui se lit assez vite, parce qu'au final c'est juste des illustrations avec des phrases rapides, mais c'est efficace et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est ce qu'il faut savoir sur l'actualité des femmes en ce moment. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Pepper and Carrot de David Revoy, je crois que c'est ça, et j'ai mis 3 étoiles et demie, ça a failli être un 4 étoiles parce que je trouvais que cette histoire était très mignonne. C'est tout simplement l'histoire de Pepper, une petite sorcière, et de son chat Carotte, et ce sont leurs petites aventures dans un monde complètement loufoque et imaginaire. Et en fait, j'ai eu un problème dans la dernière histoire. Et vous allez peut-être dire que je cherche trop loin, mais non, je crois pas. Tout allait bien, c'était de l'humour assez enfantin, c'était des images absolument toutes pleines de couleurs, toutes sucrées, toutes belles, avec un chat. Moi, quand il y a un chat, ça me va. Mais à la fin, Pepper trouve un prince endormi et pour le réveiller, décide de l'embrasser. Et c'est pas du consentement. Prince n'a pas donné son consentement pour se baiser. Ça, c'est un truc que les contes de fées devraient arrêter de nous apprendre, en fait, et que les histoires, en tout cas si c'est toujours dans les contes de fées qui sont vieux, les histoires de maintenant ne devraient plus nous le dire. On n'embrasse pas quelqu'un qui n'est pas en capacité de vous dire non, ou de vous dire oui. Non. On devrait arrêter d'apprendre ce genre de choses aux enfants. Donc ça a perdu une demi-étoile. J'ai ensuite lu en anglais le petit album Buffy the Vampire Slayer de Jason Rekulak et de Kim Smith. Et j'ai mis 4 étoiles, c'est complètement biaisé, c'est parce que je suis fan de la série et que c'était vraiment mignon. C'est l'histoire de Buffy qui n'est pas encore devenue une Slayer, mais la tueuse de vampires, mais qui entend des bruits dans son placard et qui a peur et qui décide avec ses petits amis d'ouvrir la porte du placard et de se rendre compte quels sont les monstres qui se cachent derrière son placard. C'est très mignon, il y a plein de petites références à la série qui sont très drôles, dont une planche à la fin quand elle ouvre la porte du placard où on voit pas mal de méchants de la série, et ça fait plutôt drôle de les voir ensuite avoir tous ensemble une petite fête, alors que certains m'ont littéralement traumatisée. Et si je peux me permettre, j'ai eu un petit souci avec la morale de l'histoire. En gros, elle va voir Giles pour lui dire que en fait, elle a peur des monstres dans son placard, et Giles lui dit que le plus important c'est le courage, et que plus tard quand elle sera grande, elle s'entraînera pour devenir la tueuse de vampires, mais que maintenant tout ce dont elle a besoin c'est de courage pour ouvrir la porte. Et vous allez dire que je vais trop loin, mais on ne devrait pas apprendre aux enfants à s'entraîner pour pas juste dire ouvre la porte. Enfin, je veux dire, il y a des monstres derrière la porte. Si le monstre il se bat, si le monstre il donne des coups, si le monstre il essaye de la tuer. Alors je sais qu'on est dans une version très édulcorée de Buffy contre les vampires, mais ouais, j'ai du mal à... C'est sûrement mon côté anxieux qui parle, vous voyez. Mais moi, j'étais une enfant à qui voulait apprendre, qui voulait s'entraîner, qui avait tellement peur de la catastrophe, comme dans Apnée, qu'elle apprenait au maximum pour que quand la catastrophe arrive, elle soit prête à l'affronter. Dans Buffy, elle n'est pas du tout prête à affronter des monstres. Elle a 8 ans et il y a des monstres dans son placard, qui sont des monstres terrifiants. Je suis désolée. Moi, ceux-là... Je sais pas si je vais trouver une photo, ils me traumatisent toujours autant. Et j'ai regardé la série, j'avais 25 ans. Donc ouais, je sais pas si dire aux enfants qu'avoir du courage c'est suffisant. Il faut avoir du courage. Mais qu'avoir du courage ça va les sortir de toutes les situations. Parce que quand on est enfant, avoir du courage c'est surtout être imprudent. C'est surtout, voilà, c'est tenter des trucs, voilà, et qui peuvent être dangereux, qui peuvent être drôles également. Puis c'est juste un album, j'ai peut-être pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais voilà, je sais pas, moi ça m'a fait un petit peu sourire cette partie-là de
de l'album. Ensuite, j'ai lu Monstre Hôtel de Karina Rosenfeld. Karina Rosenfeld, j'avais déjà lu Zalim, dont je vous ai parlé il y a longtemps dans un update lecture, un roman de fantasy que j'avais adoré et dont j'ai toujours pas réussi à mettre la main sur le tome 2 d'ailleurs. Monstre Hôtel, c'est l'histoire d'une petite fille qui emménage dans un hôtel qui est dit comme hanté, et qui se trouve qu'en fait, oui, il y a des monstres dans cet hôtel, et elle est la seule à les voir. Un roman jeunesse vraiment tout doux, tout mignon, vraiment très agréable, que je conseillerais à mes prochaines lecteurs et lectrices qui ne sauront pas quoi lire dans mon rayon. C'était vraiment très bien écrit, ça prenait pas les enfants pour des idiots, c'est un truc que je dis souvent ça quand je parle de romans jeunesse, parce qu'en fait j'en ai marre qu'on utilise des vocabulaires plus simples, ou des tournures de phrases plus simples. Les enfants ils ont pas besoin de ça, les enfants ils ont juste besoin de quelqu'un qui vienne leur expliquer ce qu'ils lisent s'ils le comprennent pas. C'est tout. C'est pas à la lecture de baisser le niveau, c'est à nous d'accompagner les enfants dans leur lecture en fait. C'est pas forcément simple, je peux le comprendre, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'une famille ne puisse pas accompagner les enfants dans la lecture, donc c'est déjà bien qu'ils lisent. Mais ouais, j'ai un peu de mal quand même avec le fait de diminuer le niveau de lecture. Et là, c'était pas diminué du tout, il y avait des mots un petit peu compliqués par-ci par-là, mais l'histoire était simple, l'histoire était bien amenée. Le personnage principal est une fille courageuse, mais qui également se prépare et qui également réfléchit avant d'agir, et qui a un petit peu peur aussi, il faut le dire, parce que la peur c'est pas quelque chose à éradiquer, la peur c'est quelque chose de bien, ça permet la prudence et ça permet de ne pas faire de bêtises et de foncer tête baissée, comme Buffy et son placard. Tous les personnages sont super attachants et super crédibles, et pour une fois on a une petite fille avec des parents toujours vivants, et des parents qui servent à quelque chose, et des parents qui sont pas juste des plantes vertes dans le fond et qui servent à rien. Et voilà. C'est bien, utilisez vos parents quand vous faites des romans. Ensuite, j'ai lu le volume 2 de Blue au pays des songes de David Tozello et j'ai mis 3 étoiles parce que j'ai beaucoup moins aimé ce tome par rapport au premier. Je peux pas trop vous en parler parce que si je vous en parle, je spoil le premier tome qui pour moi a été un énorme coup de cœur. Donc j'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos la vidéo où je vous parle du premier tome. C'est toujours aussi joli, c'est toujours aussi bien dessiné. Dans ce tome-là, Blue rencontre encore plus de petites créatures trop mignonnes et je veux des peluches de ces petites créatures. Mais dans l'ensemble, l'intrigue m'a beaucoup moins impactée que la première fois. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de l'épouvantable peur d'Epiphanie Frayeur. Là aussi, si je vous en parle trop, je vous spoil le tome 1. Donc du coup, je vais essayer, si j'oublie pas, de mettre dans la barre d'infos la vidéo qui parle du tome 1 et je vais vous spoiler un petit peu le tome 2. Tout ça pour vous dire que j'ai mis 5 étoiles, c'était génial, c'était parfait, les planches sont toujours aussi belles, Epiphanie Frayeur me parle toujours autant. Je vais parler du coup un petit peu de l'histoire, donc du coup... Passez à la lecture suivante si vous voulez pas être spoilé. Dans le tome 1, Epiphanie Frayeur a appris à dompter sa peur. Le souci du tome 2, c'est que Epiphanie, en fait, elle se rend compte que pendant toutes ces années où elle a eu peur, donc 9 ans je crois, elle était tellement concentrée sur sa peur qu'elle a raté ses années d'enfance en fait, qu'elle a raté son enfance. Elle a jamais appris à se faire des amis, elle a jamais appris à s'amuser, elle a jamais appris à faire tout ce que les enfants font, c'est-à-dire également des bêtises. Et du coup elle se retrouve bloquée au fait qu'elle a perdu du temps, elle a perdu son enfance et qu'il faut qu'elle essaye de la retrouver. Ça m'a énormément touchée parce que moi j'ai fait un peu d'anxiété, un petit peu peut-être un petit peu beaucoup, et j'étais une enfant extrêmement anxieuse qui se concentrait principalement sur ce qui lui faisait peur, qui avait peur de tout et de tout le monde tout le temps, et des fois j'ai un petit peu l'impression aussi d'avoir raté pas mal de mon enfance et pas mal de mon adolescence surtout. Aujourd'hui quand j'entends les gens parler de ce qu'ils ont fait quand ils étaient enfants, de ce qu'ils ont retenu de leur enfance, de ce qu'ils retiennent de leur adolescence et tout ça, j'ai l'impression d'être passée à côté de toutes les expériences possibles. J'ai l'impression qu'il ne s'est littéralement rien passé dans ma vie, et je sais que c'est pas vrai parce que j'ai fait des expériences que d'autres n'ont pas fait. Je suis montée sur scène, j'ai fait du piano, enfin voilà. Voilà, mais j'ai quand même l'impression d'avoir perdu du temps, d'avoir perdu quelque chose, parce que je ne me concentrais principalement sur le fait que j'avais extrêmement peur de tout et sur le fait que je ne me sentais pas en sécurité. Et donc c'est difficile de profiter du monde extérieur quand le premier truc qui te vient en tête dès que tu vois quelqu'un passer, c'est « oh mon Dieu, il va m'arriver quelque chose ». Et ben le souci d'Epiphanie, c'est ça, c'est qu'elle a raté toute son enfance, elle a raté toutes les expériences qu'elle aurait dû vivre, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas tout ça parce qu'elle était trop concentrée sur sa peur. Et ses amis, ses anciens amis qu'on a rencontrés dans le tome 1, vont l'aider à rattraper le temps perdu. Ça toujours de manière extrêmement loufoque à la Epiphanie Frayeur qui emprunte beaucoup à tout ce qui est Coraline, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, ce genre de texte imaginaire un petit peu, voilà. Ensuite, j'ai lu Coraline de Neil Gaiman dans cette nouvelle édition illustrée, avec des illustrations, mais vraiment magnifiques, de Aurélie Néret, ou Néret, je ne sais pas comment on prononce, mais voilà.
voyez là ce que je vous montre ou pas? Coraline, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui emménage dans une grande maison et qui s'ennuie un petit peu à mourir parce qu'elle est curieuse et un petit peu aventurière et ses parents l'empêchent d'être curieuse et aventurière et ses parents sont ennuyeux parce qu'ils travaillent à la maison et ils travaillent toute la journée et ils s'occupent pas vraiment de Coraline. Un jour, elle va trouver une porte dans la maison qu'elle va ouvrir et elle va se retrouver dans un monde similaire au sien avec une autre maman et un autre papa qui, eux, lui promettent de lui montrer tout l'amour du monde et de la laisser s'amuser et de la laisser faire ce qu'ils veulent, à une condition. J'ai l'impression de ne pas pouvoir vous en dire plus sans en faire trop et sans que ça donne l'impression en fait que j'ai rien à dire sur le livre à part que c'est incroyable. Mais c'était incroyable. C'est Neil Gaiman, donc dans la plume et dans l'imagination et la création d'un univers, ça peut que être parfait, enfin pas loin du parfait parce que le mec il sait ce qu'il fait en fait et il a un talent que je jalouse énormément. Ça fait partie des romans que j'aurais aimé lire plus jeune. Parce que vraiment, ça fait un petit peu peur, ça fait un peu frissonner, l'univers est complètement loufoque, le personnage de Coraline, même quand il a peur, il reste courageux, hein, et vraiment, c'est trop bien. Je saurais pas quoi dire plus. C'était vraiment une très très bonne lecture, et en plus, avec ces illustrations-là, il y en a certaines qui font froid dans le dos, et chapeau. Chapeau. Pour moi, c'est un classique de la littérature jeunesse en fait. Et je sais pas si beaucoup de gens seraient d'accord avec ça, parce qu'on définit tous nos classiques de la manière qu'on veut, selon nos goûts, nos attentes et selon parfois la date de quand ça a été écrit. Et puis il y a un côté un peu élitiste hein, derrière les classiques, on va pas se mentir. Donc du coup, moi je pense qu'on devrait tous choisir qu'est-ce qui est pour nous un classique de la littérature ou un classique de la littérature jeunesse. Alors là, j'ai de plus en plus de mal à parler, ça fait trop longtemps que je filme. Et pour moi, Coraline est un classique de la littérature jeunesse. J'ai ensuite lu un 5 étoiles qui s'appelle Heartstopper de Alice Oseman. Mais pas celui-là, j'ai lu le tome 4 en fait. Parce que celui-là, c'est le seul tome que j'ai. J'ai lu le tome 4 sur Tapas. Il est disponible sur Tapas, sur Tumblr aussi, et peut-être Webtoon, mais je suis pas sûre. Tout ça dans la légalité et la gratuité. Est-ce qu'on a vraiment besoin de continuer de vous présenter Heartstopper en fait sur Booktube ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont passés à côté de la hype Heartstopper? Est-ce qu'il y a des gens, même s'ils ne l'ont pas lu, qui ne savent pas de quoi parle Heartstopper? Heartstopper, c'est l'histoire de deux adolescents, deux jeunes garçons qui tombent amoureux l'un de l'autre. Voilà, c'est dans la simplicité. Ça parle également de trucs très importants, genre la santé mentale, la dépression, troubles alimentaires, l'automutilation. Il n'y a pas que un personnage gay et un personnage bisexuel. Dit comme ça sonne vraiment too much, ça sonne vraiment très, je saurais pas comment dire, très dur à lire. C'est facile à lire, c'est tout doux, c'est tout cucul à praline, ça vous amène des sujets importants doucement, tout en douceur et sans jamais vous mettre en pleine tronche des trucs trop violents ou trop graphiques. Ce qui est souvent reproché à Heartstopper, c'est que c'est cucul à praline, c'est que c'est tout doux, c'est que c'est tout mou, tout ce que vous voulez. Excusez-nous. Les histoires avec les personnages queer n'ont pas forcément à être violentes et agressifs. Vous savez, on parle du fait de se faire outer, on parle du fait de se faire harceler, on parle d'homophobie, sans que ce soit vraiment très violent. Ça peut également être amené de manière douce. Et également, je suis désolée, mais nous, les personnes queer, on a le droit à nos happy endings, nos fins heureuses. On a le droit à nos histoires cuculapraline toutes molles, pas forcément terribles, ça c'est bien, mais pas forcément terribles, que vous, les hétéros, vous avez également. Ça peut être tout calme et tout doux. Et comme quoi, on est également capable de le faire en nous parlant de sujets que traversent les adolescents, de périodes que traversent les adolescents, que ce soit avec la nourriture, la dépression, l'anxiété, tout ça. On peut quand même en parler. Lisez Heartstopper, c'est vraiment trop mignon. Et oui, j'ai pleuré pendant le tome 4. Et non, je suis pas capable de vous dire lequel de mes tomes est mon préféré parce qu'ils sont tous parfaits. Et oui, c'est peut-être donner une trop haute note à quelque chose qui n'est peut-être pas si fantastique que ça, et à quelque chose qui est présenté en long, en large et en travers à chaque fois qu'on parle de lecture queer. On s'en rend bien compte, hein, parce qu'on n'en a pas beaucoup des lecteurs queer, donc quand on en a une, on a tendance à s'y raccrocher, mais pour moi ça vaut le coup. Pour moi Heartstopper c'est vraiment une littérature doudou, c'est vraiment adorable, il y a un énorme travail derrière, et j'ai un respect et une admiration pour Alice Oseman, qui a publié son premier roman à 19 ans je crois, il me semble, et qui écrit incroyablement bien. C'est jamais vraiment très poussé, c'est jamais vraiment compliqué, mais elle parle de sujets importants de manière
douce et avec une plume que moi je trouve très jolie. Alors là je vous préviens, je sais pas du tout comment on prononce le nom de l'autrice, donc si je me trompe, désolée. Chromatopia de Betty Piccioli, je sais pas comment on prononce votre nom. Je suis l'autrice depuis très longtemps sur les réseaux sociaux et c'est le premier livre que je lis de cette autrice. Et j'ai mis 3 étoiles je crois. Chromatopia, c'est l'histoire de 3 personnages qui vivent dans un univers qui est classé. En gros, il y a les rouges, c'est les riches, il y a les jaunes, c'est ceux du milieu un peu travailleurs, il y a les verts aussi, je sais plus trop ce qu'ils font, et les bleus, c'est un petit peu les pauvres, ceux que personne veut voir. Il y a d'autres nuances entre tout ça, mais en gros, voilà, c'est un univers où les gens sont classés par couleur. Et voilà. Et on suit dans cette histoire une princesse qui est dans la nuance rouge, un jeune teinturier qui est dans la nuance jaune, qui après un accident ne peut plus voir les couleurs et qui donc ne peut plus être teinturier alors qu'il vouait sa vie à devenir teinturier, et une jeune fille de la nuance bleue qui est donc qui n'a pas d'argent, qui doit voler pour vivre, tout ça, et il se trouve que tous les trois ils peuvent faire tout basculer et changer le monde entre guillemets. C'était pas une déception, c'était assez agréable à lire, c'était très bien écrit, franchement j'ai l'impression de dire ça à chaque fois mais je n'irai pas jusqu'à dire que je suis facilement impressionnable quand il s'agit d'une plume, remarque c'est peut-être possible, mais j'accorde énormément d'importance à la plume en fait, à la manière dont les choses sont écrites, et j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Maintenant, c'est un petit peu comme de la dystopie, c'est un petit peu cliché et c'est un petit peu prévisible aussi, et la fin est vraiment rushée en fait, la fin est très rapide. Je suis beaucoup attachée aux personnages, ça c'était pas un problème, les personnages étaient vraiment très bien écrits, on a un petit couple queer, c'est assez cool, entre une jeune fille lesbienne et la princesse qui est supposément, peut-être pas bisexuelle, mais en fait elle se cherche un petit peu, c'est-à-dire qu'elle tombe amoureuse d'une jeune fille, mais elle dit que elle pense aussi aimer les garçons. Donc j'ai été interrompue par le manque de place dans mon téléphone, du coup je ne sais plus ce que je disais, et il est possible que l'angle ait changé parce qu'il a fallu que j'aille retirer ce que je viens de filmer pour le mettre sur mon ordinateur, donc je sais plus ce que je disais. Je parlais de Chromatopia, mais je me souviens plus. En gros, c'était pas une lecture décevante, c'est pas une lecture que je recommanderais chaudement à quelqu'un qui viendrait me voir en me disant qu'est-ce que tu me conseilles de lire, mais si quelqu'un venait avec le livre en me disant tu l'as lu, t'en as pensé quoi, je dirais bah vas-y, tente, lis-le, et dis-moi ce que t'en as pensé. Disons que ça correspond bien au code du genre, et comme je disais avec Sortirius, quand on se tourne vers des genres qu'on aime bien, c'est parce qu'on cherche à ce que ça réponde à certains codes, à certaines choses qu'on a déjà lues ou certaines attentes qu'on a, et il se trouve que Chromatopia répond bien à ces attentes et à ces codes. C'est juste que moi, peut-être que j'y suis assez réfractaire, ou peut-être que ça ne fonctionne pas à 100% sur moi. Mais c'était voilà une petite lecture agréable que je vous conseille. Oui, allez, je vous la conseille. Et enfin, dernière lecture, j'ai lu Georges de Alex Gino. Ça aussi, c'est dans le cadre du travail, mais ça a été une petite surprise sympa. Ouais, j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4 étoiles. C'est l'histoire de Georges qui sait, qui est certaine qu'elle est une petite fille malgré ce que le monde autour essaye de lui dire. Elle sait en dedans d'elle qu'elle est une petite fille et elle aimerait le dire au monde entier, même si ça fait peur. Elle aimerait le dire à sa famille, elle aimerait le dire à sa meilleure amie. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est d'obtenir le rôle de Charlotte, donc d'une petite fille, dans une pièce qu'elle va faire à l'école, pour monter sur scène, parce qu'elle sait non seulement qu'elle sera la meilleure et qu'elle adore le théâtre et que tout ça, et qu'elle sera la meilleure pour le rôle, mais en plus ça permettrait de dire à tout le monde d'un coup salut, moi je suis une petite fille. Donc je vous recommande de lire Georges de Alex Gino. C'était une très courte review que je viens de vous faire sur ce livre-là. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai rien d'autre à dire à part le fait que ça fait chaud au cœur d'avoir des histoires qui se terminent bien, que c'était très bien écrit, que les personnages étaient attachants, et que oui, je trouve ça important que les enfants de nos jours aient ce genre de littérature, soit pour être plus tolérants des autres et apprendre que tout ne tourne pas autour de nous, que c'est pas parce que nous on est hétéro et cis que c'est le cas de tout le monde, mais également pour les enfants concernés, qu'ils aient des littératures où se retrouver, surtout c'est aussi ça le plus important, de ne pas avoir l'impression d'être... de ne pas exister parce que la littérature nous dit qu'on n'existe pas en fait. Je peux pas parler pour les personnes transgenres, mais je fais partie de ces personnes qui n'ont pas eu beaucoup de représentation dans la littérature ou dans les séries ou dans les films, et quand elle l'était, elle n'était pas bonne,
Donc du coup, quand moi j'ai grandi avec la sensation que ce que je ressentais n'était pas normal et que j'étais pas normale parce que les livres me le disaient en fait. Et donc c'est important d'avoir des littératures qui disent à tous les enfants que en fait la normalité elle n'existe pas, ou plutôt elle existe pour tout le monde, c'est-à-dire que la façon dont tu es, la façon que tu sais que tu es, c'est normal. Même si c'est différent des autres, c'est normal. Et c'est pour ça que la diversité est importante dès le plus jeune âge dans notre littérature. Du coup, j'espère que cette update lecture vous a plu. Je vais être honnête avec vous, je n'aime pas du tout le rendu que j'ai là de penser, en y repensant de cette vidéo. Je trouve qu'elle est pas terrible, mais des fois je trouve que mes vidéos sont pas terribles au moment où je les filme et j'ai envie d'abandonner, et au final quand je les monte elles sont pas si mauvaises que ça. Donc on verra bien. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ces livres, pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, pour me dire ce que vous avez lu. Si jamais vous n'avez jamais lu aucun de ces livres, me dire lesquels vous font envie par rapport à ce que je vous dis. Ça rime en plus. Mais me dire également ce que vous avez lu au cours du mois de mai, me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, pourquoi pas. Vous abonner et laisser un petit pouce vers le haut, ou laisser un commentaire plutôt qu'un pouce vers le haut. Les pouces, je m'en moque un peu. Les commentaires j'aime beaucoup, et les abonnements j'aime aussi beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à dimanche prochain.